Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et je remercie particulièrement Laurent Maillet et Georges Chabinet d'avoir fait montre une fois de plus d'une grande ouverture d'esprit lorsque l'an dernier, ils ont confié précisément un astrophysicien à faire partie donc du conseil scientifique du Centre européen de la musique. Alors, vous voyez en bas de l'image que j'ai mentionné, je suis donc effectivement un astrophysicien, incidemment directeur de recherche au CNRS, enfin, mais peu importe. Donc, j'ai mentionné en bas les acronymes des deux laboratoires auxquels je suis principalement rattaché. Alors, LAM, ça signifie simplement laboratoire d'astrophysique de Marseille, puisque donc je suis essentiellement à Marseille. Alors, vous avez peut-être vu avant que je mette mon PowerPoint que je faisais cette visioconférence depuis mon appartement marseillais absolument inondé de la belle lumière provençale, sans faire de jaloux, j'espère. Et puis le deuxième acronyme, c'est le LUT, qui signifie Laboratoire Univers et Théorie, où j'ai passé pratiquement 35 ans à l'Observatoire de Paris-Meudon. Et évidemment, il ne vous aura pas échappé la référence à la musique à travers le luth. J'espère précisément vous montrer par mon intervention de ce jour qu'il ne s'agit pas là d'un simple jeu de mots, mais d'une réalité très profonde de la recherche dans les sciences de l'univers et de la matière. Et j'espère aussi d'ailleurs montrer à l'ami Jean-Michel Beignet, dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention de ce matin, que tous les scientifiques sont très loin d'être tous adeptes de l'intelligence artificielle ou du transhumanisme, c'est-à-dire en fait d'une technoscience stupidement appliquée aux disciplines artistiques et plus tragiquement encore d'ailleurs à tous les registres de l'activité humaine. Voilà, mais je sais que Jean-Michel sait déjà tout cela. Pour ma part, donc j'ai toujours eu en fait une double pratique, à la fois scientifique et musicale. En fait, j'ai eu mon premier contact avec la musique contemporaine à l'âge de 18 ans, en fait, grâce à mon maître en musique de l'époque, qui s'appelait Arthur Petronio. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Il était violoniste, compositeur, poète et peintre, grand admirateur déjà de Edgar Varèse. Et dès 1919, il avait réalisé des poésies phonétiques et jeté en fait les fondements de ce qu'on appelait la verbophonie, qui était en fait une méthode de déclamation qui laisse les bruits ambiants se mélanger en fait aux syllabes et aux consonnes et à la musique en fait. Et il anticipait en fait de plusieurs décennies des recherches acousmatiques d'un Pierre Schaeffer ou d'un Jean-Claude Orisset par exemple. Voilà. En fait, c'est surtout après un autodidacte que dans les années 70, je me suis réellement initié à la musique contemporaine en découvrant par le disque les premières œuvres de Christophe Penderecki, comme par exemple Donatura Sonoris, la nature des sons, ou Polymorphia, dans lesquels en fait j'avais été frappé par l'utilisation des micro-intervalles et celle des instruments à cordes comme instruments de percussion, ce qui avait d'ailleurs énormément apporté aux compositeurs de l'époque, tant au niveau de la notation que du rendu sonore. Voilà. Alors donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, astrophysique et musique contemporaine. Alors comme vient de le dire Laurent, je ne ferai que très brièvement rappeler par une seule diapositive le lien historique qu'il y a entre l'astronomie et la musique à travers évidemment le concept très idéalisé, certes, et initialement relativement naïf, d'harmonie des sphères. Alors ça a commencé, comme vous le savez, avec Pythagore, qui a étudié donc les cordes vibrantes et les relations entre précisément les nombres, l'arithmétique et les modes musicaux. Il en avait fait donc un système du monde, une sorte de système cosmologique dans lequel les astres étaient censés émettre des sons inaudibles à l'oreille humaine, comme le raconte magnifiquement le texte, le songe de Scipion. Euh, et puis donc toute cette tradition s'est perpétuée tout au long de l'Antiquité, du Moyen Âge et jusqu'au génial Kepler qui, dans son ouvrage de 1618, Harmonices Mundi, décrit les lois qui régissent donc le mouvement des planètes dans le système solaire et qu'il pensait être en accord et en harmonie avec certaines échelles musicales. Bien, alors passons maintenant au vrai sujet du jour, c'est qu'est devenue cette harmonie des sphères dans la physique contemporaine, puisqu'évidemment, notre compréhension physique des mécanismes de l'univers a considérablement changé, essentiellement
à partir du XXe siècle avec ces deux immenses révolutions scientifiques qui ont été la théorie de la relativité générale, donc théorie de la gravitation, élaborée par Albert Einstein, décrivant l'espace-temps comme une sorte de tissu élastique courbé par la présence de matière et d'énergie, d'un côté, et de l'autre côté, la fameuse mécanique quantique, une œuvre davantage collective qui s'intéresse donc plutôt aux propriétés de ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit, à savoir plutôt les atomes, les particules élémentaires et les interactions fondamentales. Et puis, les développements actuels du XXIe siècle qui consisteraient en fait, j'en dirai, quelques mots précisément, qui consisteraient à unifier ces 2 cadres, théoriques, chacun, marchant formidablement bien dans leur domaine respectif, et les unifier, dans ce qu'on appelle des théories de gravité quantique qui sont encore en construction. Alors précisément, quelques mots d'abord sur cet aspect physique avant de passer à la musique. Alors l'une des conséquences, de, la relativité générale et de quelques éléments de physique quantique, c'est ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui est une description extrêmement ambitieuse de l'évolution pardon, de notre univers à partir d'une configuration encore mystérieuse, le Big Bang, qui marquerait peut-être le début du temps. Et dans cette conception-là, bon, l'univers est en expansion depuis cette origine singulière, à partir d'une configuration initiale extrêmement chaude, extrêmement dense, qui a fait que pendant en fait ces 380 000 premières années, l'univers n'avait pas encore formé ni étoiles, ni planètes, ni galaxies. C'était une sorte de gaz extraordinairement chaud et dense en expansion. Cet univers était totalement opaque, c'est-à-dire qu'il ne laissait pas passer la lumière. En revanche, il était déjà parcouru par un certain nombre d'ondes, soit des ondes gravitationnelles, et même des ondes acoustiques, puisqu'il est convenu de dire qu'évidemment les ondes acoustiques ne se propagent pas dans l'espace aujourd'hui, parce que l'espace est trop vide, mais à cette époque, l'espace était suffisamment plein pour laisser également vibrer l'univers sous l'effet d'ondes acoustiques. Et puis, l'univers est devenu transparent, ce qui nous permet précisément de l'observer au télescope. Et la transition entre cet univers du début et l'univers actuel, ben, c'est la première lumière, l'origine de la lumière marque cette transition. Alors, quel est le rapport avec la musique? Vous allez le voir tout de suite. Donc, voici une image, une reconstitution en fausse couleur de ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, qui est cette image prodigieuse qui a été obtenue il y a quelques années par des satellites embarqués dans l'espace et qui nous montre tout simplement la lumière, le vestige refroidi aujourd'hui du Big Bang extrêmement chaud, c'est-à-dire l'époque où l'univers a émis pour la première fois sa lumière. Donc on remonte pratiquement à 13,8 milliards d'années dans le passé et on a codé par des fausses couleurs les minuscules variations d'intensité de la lumière sur l'ensemble de la voûte céleste venant donc de cette époque. Et j'aime beaucoup dans mes conférences de cosmologie parler de ce jeune univers à la manière d'un tambour cosmique, c'est-à-dire d'un instrument de musique qui a vibré pendant 380 000 ans, sous le biais, donc, comme je l'ai dit, d'ondes acoustiques, mais également d'ondes gravitationnelles et d'ondes électromagnétiques pour former donc ce schéma. Alors l'analogie avec la musique, elle est très puissante puisque en fait, on parle réellement de ce qu'on appelle des harmoniques cosmiques. Et de la même façon qu'un instrument de musique, vous le voyez à gauche, comme une guitare par exemple, a des modes vibratoires que l'on appelle en fait des figures de Chladni, eh bien l'univers, à travers ce rayonnement de fond cosmologique, peut être également décodé en termes d'harmonique fondamentale, les modes vibratoires de l'univers. Et chaque mode vibratoire va nous apprendre des choses sur les propriétés physiques de l'univers, espace, temps, matière, énergie. Alors, pour vous donner un exemple précisément du lien très profond, réactualisé à la lumière de la cosmologie contemporaine, bon, je me permets de citer l'un de mes travaux qui avait fait donc en 2003, qui avait fait la une de la revue Nature, où précisément à travers l'analyse des modes vibratoires du rayonnement fossile, qui venait juste d'être obtenu par des grands télescopes, donc nous avions publié avec mes collaborateurs un article, un article qui avait fait la une de la revue Nature, qui était une proposition sur la forme de l'univers que l'on pouvait décoder à travers précisément les harmoniques. J'ai simplement mis un extrait de cet article, qui est un article donc technique d'astrophysique et de cosmologie, mais qui fait référence explicite à la musique. Bien.
Alors, j'ai également travaillé tout au long de ma vie sur ces objets fascinants et mystérieux que l'on appelle les trous noirs, ces sortes de puits gravitationnels de l'espace et du temps. Les trous noirs eux-mêmes, à travers notamment les deux images que je vous montre en bas, c'est la représentation en fait des modes vibratoires de trous noirs qui sont en interaction et qui finissent par fusionner. Voilà. Donc, la fusion de deux trous noirs produit un trou noir final avec des vibrations qui sont évidemment pas des vibrations acoustiques, qui sont des vibrations sous la forme de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, mais en tout état de cause, il s'agit de toute façon de modes vibratoires. Et à partir du moment où on pense à des modes vibratoires, on pense à des transpositions musicales possibles. Alors les trous noirs fascinent les astrophysiciens depuis 50 ans, mais également ils ont très rapidement fasciné quelques compositeurs qui sont à l'écoute précisément de l'évolution de la science de leur temps. Et déjà, dans les années 80, eh bien, un compositeur qui s'appelait Tristan Clay avait lu le livre que je venais de publier sur les trous noirs, le premier livre de vulgarisation, et avait commencé à composer une série de compositions musicales qui s'intitulait Cygnus X1, X2, X3, etc. Il est allé jusqu'à Cygnus X16, référence en fait à un objet qui s'appelait Cygnus X1, qui présentait les premières caractéristiques d'un trou noir observable. Vous voyez à gauche un élément de sa partition. Je n'ai pas le temps de vous faire écouter un extrait. Et puis à droite, une œuvre plus récente du grand compositeur Hector Parra, dont j'aurai l'occasion de reparler, qui également, lui, s'est inspiré en partie de l'un de mes ouvrages également sur les trous noirs, publié en 2006, dans une œuvre étonnante qui s'appelle Caressant l'horizon, la référence étant la référence à ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui est la surface immatérielle d'un trou noir, mais qui vibre précisément lorsque deux trous noirs rentrent en collision. Et donc Hector Parra avait écrit une superbe pièce orchestrale transposant voilà, ce qu'il avait compris des modes vibratoires des trous noirs dans cette composition. Alors un petit mot sur cette écume de l'espace-temps. Pour revenir donc à cette écume de l'espace-temps et aux théories de la gravitation quantique, je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase de Paul Valéry, que j'ai d'ailleurs mise en exergue dans le livre que j'ai publié le mois dernier, qui s'intitule justement L'écume de l'espace-temps. Alors la phrase de Paul Valéry, c'est la suivante: les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse. Eh bien, il se trouve en fait que dans les théories de gravité quantique que nous développons actuellement, il y a plusieurs façons de donner sens à ce que sont les événements, ce que sont les choses et ce qu'est la mer. Alors, par exemple, dans la théorie des cordes, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, eh bien, les choses, c'est quoi? Eh bien, c'est des sortes de minuscules bouts d'espace unidimensionnels qui vibrent selon certains modes vibratoires. Et puis la mer, eh bien, c'est une sorte d'énergie bouillonnante de ce qu'on appelle le vide quantique. Alors, c'est une sorte de retour un peu inattendu aux conceptions pythagoriciennes où tout serait mode vibratoire. Et effectivement, la théorie d'accords propose que la description de la matière et de l'énergie se fait en termes de ces bouts d'espace qui vibrent. Vous avez des bouts d'espace ouverts, donc des cordes ouvertes, et puis des cordes fermées, et vous classez ainsi la totalité de toutes les particules élémentaires en termes de deux familles, en fait, des cordes ouvertes ou des cordes fermées. Alors, il y a un petit prix à payer pour que cette théorie puisse fonctionner, même si on n'a pas encore démontré qu'elle fonctionnait vraiment, c'est que ça ne fonctionne pas dans l'espace ordinaire à 3 dimensions. Il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace, au moins 7 dimensions de plus. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que ce genre de théorie a titiller l'imaginaire donc de compositeurs à l'écoute donc de la science de leur temps et notamment donc de Hector Parra que j'ai déjà mentionné, dont le père d'ailleurs a été un physicien professionnel et qui est passionné par les développements de la physique contemporaine. Et donc il a écrit notamment une sorte d'opéra de poche, enfin un opéra donc assez court, qui s'appelle Hyper Music Prologue, dont le livret a été écrit, comme vous le voyez, par Lisa Randall, qui est en fait une physicienne canadienne spécialiste de la théorie des cordes, et donc une représentation scénique mettant en jeu voilà, en filigrane, donc dans le scénario, un des aspects de la théorie des cordes.
Une autre façon de décrire la mer, c'est dans une théorie qu'on appelle la gravité quantique à boucle. Cette fois-ci, la mer, c'est plutôt un réseau discontinu de grains élémentaires d'espace, des sortes d'atomes d'espace, donc qui sont en interaction mutuelle. Bon, je passe tout simplement pour dire que cette approche-là a également suscité l'intérêt de certains compositeurs, notamment Gérard Pape, qui s'occupe aujourd'hui de ce qu'on appelle le Cercle pour la libération du son et de l'espace, avec notamment le très regretté Paul Méfano qui nous a quittés récemment. Voilà. Et donc, nous avons initié un projet avec Gérard Pape à partir de 2016 qui se poursuit toujours aujourd'hui, qui serait une œuvre donc pour des bandes à multipistes, images de synthèse, etc., qui s'appelle Atomes d'espace et Atomes du temps, qui serait donc une transposition. Alors, un mot maintenant important à travers l'une des deux plus belles collaborations que j'ai eues avec des compositeurs de musique contemporaine, avec Gérard Griset, donc fondateur, comme vous le savez, de l'école spectrale, avec Tristan Murail, Hugues Dufour, Michael Levinas et quelques autres. Alors, on trouvera des conceptions fascinantes de Gérard Griset dans ses écrits sur la musique. Alors, j'ai le connu en 1988. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a écrit une belle lettre. Il avait lu des articles que j'avais écrits dans des encyclopédies sur les trous noirs et les mystères de l'univers. Il était fasciné par ça et nous avons commencé à nous rencontrer à l'Observatoire de Paris. Et lors d'une promenade, je me souviens, en 1988, il était en cours de composition d'une pièce orchestrale. Et je lui racontais un petit peu les développements de la physique de l'époque en lui décrivant précisément l'idée de space-time foam, c'est-à-dire donc cette écume de l'espace-temps qui serait en fait une description de la structure ultime de l'espace et du temps en termes d'une sorte de mer d'énergie bouillonnante de façon aléatoire. Il avait été tellement impressionné par cette description qu'il avait intitulé en fait son œuvre pour laquelle il n'avait pas de titre, il avait intitulé Le temps et l'écume, donc une œuvre magnifique, 89, que je vous invite à écouter sur YouTube, pour percussion, synthétiseur et orchestre de chambre. Mais surtout, il était fasciné par ce qu'on appelle les pulsars. Alors les pulsars, c'est quoi? Les pulsars, ce sont des résidus d'étoiles qui ont explosé violemment dans le passé, qu'on appelle des explosions de supernova. Là, vous voyez une image astronomique magnifique montrant une explosion de supernova qui a été démarrée dans notre calendrier à nous il y a à peu près 1000 ans, c'est-à-dire en l'an 1054, et qui a laissé en son cœur un résidu tout à fait étonnant que l'on appelle un pulsar. Alors, c'est quoi un pulsar? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est une étoile extraordinairement condensée dont on a fini par comprendre les propriétés. Grosso modo, vous avez une étoile extraordinairement dense, qu'on appelle en fait une étoile à neutrons, une sorte de noyau atomique géant de quelques kilomètres de diamètre, qui a deux propriétés essentielles. Une propriété issue en fait de lois de conservation de la physique qui sont bien connues, et qui font qu'en fait ces étoiles à neutrons sont en rotation rapide, autour d'un certain axe de rotation d'une part, et d'autre part ont un champ magnétique extraordinairement puissant. Ce qui fait qu'en fait, elles fonctionnent un petit peu comme des phares électromagnétiques, puisque en fait, elles émettent un rayonnement radio au-dessus des pôles magnétiques, donc il n'est pas réparti sur toute la surface, mais uniquement au-dessus des pôles magnétiques, et en tournant, le faisceau balaie l'espace, et à chaque fois qu'il passe devant la fenêtre d'un radiotélescope, on détecte le passage de faisceaux. Ce qui donne en fait des signaux tout à fait périodiques, comme vous le voyez à gauche, vous avez ces signaux radio, les pics que vous voyez, sont le passage donc, du faisceau radio devant la fenêtre d'un radiotélescope. Alors évidemment, il s'agit de signaux électromagnétiques, ce ne sont pas des signaux acoustiques et sonores, mais figurez-vous que l'on peut transformer par une manipulation assez simple un radiotélescope à une sorte de magnétophone cosmique dans lequel, cette fois-ci, on va amplifier le signal, le filtrer et le placer dans la bande acoustique et on entend cette fois-ci le rythme incroyablement régulier d'un pulsar. Je vous en faire écouter un très brièvement. Voilà, c'est le pulsar résiduel de cette explosion de supernova qui tourne encore 11 fois par seconde au bout de 30 000 ans de formation. Donc vous avez effectivement un métronome cosmique incroyablement régulier. Bon, vous ne faites pas de la musique uniquement avec cela,
même si je sais qu'il existe de la musique répétitive. Et donc Gérard Griset, fasciné par cette idée, m'a demandé de collaborer avec lui pour mettre au point une œuvre qui s'appelle donc Le Noir de l'Étoile, qui est une œuvre qui a été écrite donc pour 6 percussionnistes placés autour du public, d'une bande magnétique dans laquelle est enregistré le pulsar que vous venez d'entendre, et puis surtout une retransmission, mais quasiment in situ, en quelque sorte en direct, de signaux astronomiques captés au moment du concert par un radiotélescope. Voilà. Et donc cette œuvre a été créée en 1991 à Bruxelles et fait partie aujourd'hui du grand répertoire de la musique contemporaine pour percussion. Je vous en fais écouter un bref extrait. Donc je vais finir brièvement dans les 4 minutes qui me restent par une collaboration plus récente que j'ai eue donc avec Hector Parra, plusieurs fois mentionné, et j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de publier il y a 1 an un article carrément dans une revue de musique contemporaine, Contemporary Music Review, que j'appelais donc la musique gravitationnelle, où je décris plus précisément, en donnant de très nombreuses références antérieures, cette collaboration avec Hector Parra. Donc cette collaboration a donné naissance à 2 œuvres. La première, c'est une œuvre écrite pour violoncelle électronique datant de 2017, qu'il a très malicieusement intitulée « Limite les rêves au-delà ». Et figurez-vous que Limite les rêves au-delà, c'est l'anagramme incroyablement profonde de tout simplement la vitesse de la lumière. C'est une anagramme, et c'est vrai que la vitesse de la lumière, ça limite d'une certaine façon les rêves de dépasser la vitesse de la lumière. Donc, voilà, donc l'écriture de cette œuvre. Mais surtout, donc l'œuvre principale que nous avons réellement élaborée ensemble, moi évidemment uniquement pour la partie scénaristique d'une certaine manière, évidemment Hector Parra pour l'écriture musicale, c'est cette œuvre pour 2 orchestres, en fait, un ensemble de 16 solistes, un grand orchestre électronique qui s'appelle Inscape. Alors nous avons eu de nombreuses séances de travail préliminaires, d'abord chez moi à Marseille, puis après à l'IRCAM, comme vous le voyez, avec un acousticien qui s'appelait Thomas Gupfer. Et donc dans cette œuvre d'environ 25 minutes, d'une richesse orchestrale absolument extraordinaire, Hector Parra a tenté de transposer précisément un voyage acoustique, on fait psychoacoustique dans un trou noir. On plonge dans un trou noir géant, on traverse ce qu'on appelle un trou de verre et on ressort dans un autre univers avec donc transposé tous les phénomènes de distorsion spatio-temporelle, ondes gravitationnelles, transposés sous forme musicale. Voilà. Donc l'œuvre a été créée en mai 2018 à Barcelone, puis après elle a été donnée à la Philharmonie de Paris, à Lille et à Cologne. Et donc je vous montre un très brief extrait visuel, je l'ai pris avec mon iPhone lors de la représentation à Barcelone, de cette œuvre-là, extraordinairement tourmentée et turbulente. Voilà, donc il s'agit bien de musique contemporaine, non pas de bruit, une œuvre extrêmement subtile. Voilà, donc je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Donc voilà, je vous remercie avec cette belle partition de Bode Cordier du XIVe siècle que vous connaissez sans doute. Et donc pour conclure, je suis très confiant dans le fait que le Centre européen de la musique, parmi ses multiples vocations, accueillera avec bienveillance et favorisera même ce type de fertilisation croisée entre la musique contemporaine et les sciences fondamentales. Merci. Je te soumets une question, Jean-Pierre, si tu nous entends. Oui, oui, je vous entends. Voilà. Donc, on a compris, on a entendu dans cet exposé parfaitement intéressant cette valeur esthétique, d'esthétique musicale qu'on pouvait finalement découvrir en transposant les signaux électromagnétiques captés en signaux acoustiques. Ma question serait de savoir si le processus inverse, c'est-à-dire la traduction de signaux électromagnétiques en signaux acoustiques, est susceptible de recouvrir une valeur heuristique pour la recherche en astrophysique. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'il y a déjà des éléments qui militeraient en faveur de cette valeur heuristique de la transposition des signaux électromagnétiques en signaux acoustiques? Autrement dit, est-ce que cette transposition pourrait servir la recherche en astrophysique?
Bah, historiquement, certainement oui, puisque, au 19e siècle, ce sont, un grand nombre de recherches, en acoustique. J'ai cité Chladni pour les figures de Chladni, on pourrait citer Kirchhoff et quelques autres grands physiciens de l'époque, qui ont, en étudiant précisément l'acoustique, la propagation du son, mais en liaison avec la musique et les modes vibratoires et les modes harmoniques, ont permis effectivement de mieux comprendre la propagation des ondes sonores, la physique des ondes sonores, donc les lois de l'acoustique, donc en rapport avec la musique. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vrai que les recherches que nous menons en physique fondamentale, les recherches de pointe, sont d'une telle complexité théorique que je pense que la fertilisation se fait surtout dans un sens, hein, le sens, voilà, depuis la recherche fondamentale pour fertiliser l'imaginaire créatif des compositeurs et autres artistes d'ailleurs. Hein. Cette fécondation ne s'arrête pas à la création musicale, hein, ça imprègne tous les domaines de la créativité artistique de l'homme, et ça c'est une très belle chose. Mais comme on pose assez souvent la question dans ces interactions, je pense quand même qu'il y a des interactions souterraines, c'est-à-dire je pense qu'un physicien, un physicien théoricien par exemple comme moi, est finalement qui s'imprègne de toute une culture esthétique, qu'elle soit musicale, d'ordre pictural ou autre, architecturale, enrichit son imaginaire intérieur. Et il faut bien voir que la créativité en physique fondamentale, c'est également une créativité du même ordre que la créativité artistique, c'est-à-dire on part d'un fond latent, notre imaginaire intérieur, notre océan intérieur d'impressions, d'images, et on élabore cela en quelque chose. Ça peut être une œuvre artistique, ça peut être une œuvre, une proposition de physique fondamentale, et je pense qu'au plus, cet imaginaire, il est irrigué par une pratique multiple, pas seulement se cantonner aux sciences ou aux arts. Donc, je suis absolument contre ce clivage qui est généralement introduit et cette opposition qu'on en introduit généralement entre les arts et les sciences. Au contraire, voilà, cultiver ces multiples aspects ne peut qu'enrichir l'imaginaire créatif.